Bonjour à tous. Puisque nous avons voyagé dans le temps et l'espace au cours des épisodes précédents, il me tenait à cœur pour ce 7e épisode d'aborder le voyage avec un ouvrage de Saint-Exupéry que j'affectionne, Le Petit Prince. Le Petit Prince est le livre le plus traduit dans le monde après la Sainte Bible, 200 millions d'exemplaires vendus depuis 1943. Et le personnage principal, le Petit Prince, servit d'inspiration à des acteurs emblématiques tels que James Dean. Un ouvrage à lire et à relire, car il est clair que ce texte se renouvelle à chaque lecture, suivant notre âge, notre disposition et notre évolution ici-bas. De nombreuses maximes tirées de ce livre jalonneront notre parcours durant cet épisode. Nous irons chercher dans l'invisible, car comme le dit à juste titre le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Avant cela, comme toujours, une brève présentation de son auteur. Antoine de Saint-Exupéry est né en France en 1900. Il fut écrivain, poète, reporter et aviateur. Il devint pilote d'avion en 1922 et servit dans l'armée de l'air en 1939. Malheureusement, il disparut en vol en 1944 et ce n'est qu'en 2003 que son avion sera retrouvé au large des côtes marseillaises. Saint-Exupéry sera déclaré mort pour la France. Vous aurez donc deviné que le voyage est un thème intrinsèquement lié à cet auteur. Revenons un peu plus tôt, en 1943, lors de la Seconde Guerre mondiale. À New York est publié un livre illustré avec les aquarelles personnelles de son auteur, Le Petit Prince. Il paraîtra en France également, mais en 1946 seulement, donc à titre posthume. Ce conte devient rapidement un immense succès mondial, car s'il donne l'apparence d'un conte pour enfants, sa nature est purement philosophique, où légèreté et pessimisme vis-à-vis de la nature humaine s'entrelacent. Le philosophe allemand Heidegger, dont c'était le livre préféré, préfaça ainsi la version allemande de 1939. Ceci n'est pas un livre pour enfants. C'est le message d'un grand poète, qui soulage de toute solitude, et par lequel nous sommes amenés à la compréhension des mystères de ce monde. Je ne vous proposerai pas de résumé de cette œuvre, car tout d'abord nous entendrons plusieurs extraits de ce livre, et également parce que, je l'avoue, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez toutes et tous le désir de lire ou relire Le Petit Prince. Le langage choisi par l'auteur se veut simple, car il a pour vocation d'être également compris par des enfants. Toutefois, et ce dès la première page, on comprend que Saint-Exupéry nous propose une conception symbolique de la vie. L'histoire va nous permettre, en voyageant de chapitre en chapitre, de rencontrer par la personne du Petit Prince des grandes personnes aux comportements absurdes. Ainsi, grâce à l'allégorie, Saint-Exupéry va nous offrir des clés de lecture de la vie. Pour débuter, il convient d'aborder ce mot au voyage, au travers d'autres lectures et réflexions. Partons d'un postulat simple. Les uniques sédentaires, c'est-à-dire ceux qui ne se déplacent jamais, sont les morts. La vie est ainsi nomade, elle voyage. Il s'agit dès lors de choisir entre être spectateur ou acteur. Saint-Exupéry avait choisi lorsqu'il affirma « Je refuse le métier de spectateur ». Partons donc en voyage avec lui. Le mot voie, V-O-I-E, que l'on retrouve aussi en latin avec via, sera le chemin, le voyage. De tout temps, l'homme a ce désir de voyager, physiquement tout d'abord. Nul besoin d'entrer dans des exemples relatifs car il apparaît que le voyage, dans l'espace mais également dans le temps, est au cœur des préoccupations et de l'imaginaire des hommes, du voyage en mer au voyage dans l'espace. Et ce désir, cette recherche, ont débouché sur les conquêtes maritimes qui nous permirent de découvrir de nouveaux horizons. Or, conquête et quête ne sont pas tout à fait similaires, et le voyage que l'on fera avec le Petit Prince sera ainsi une quête, dont le voyage est intérieur, et dont le temps ne sera plus quantifiable avec les moyens matériels. C'est l'opposition entre matériel et spirituel, entre visible et invisible. Ainsi, si l'on voyage dans le temps à la rencontre de Platon, on peut noter que lui aussi, dans son interprétation du voyage d'Ulysse, fera de ce voyage une allégorie du voyage des âmes. Si Ulysse est sage, c'est grâce à sa capacité à se souvenir de ce qu'il fut, tandis que les âmes qui oublient seront attirées vers un destin absurde, composé d'éléments illusoires ou éphémères, comme la gloire, l'argent. Si l'on procède à une lecture de la Bible, attentive, le voyage est une recherche, et chercher, c'est quérir. Quérir donne quête, donc c'est une quête spirituelle, et quête donne question. Pour trouver les réponses, il faut chercher, donc explorer, ce qui forcément prendra du temps. Cette quête spirituelle aboutira donc à la purification de l'âme du croyant, qui assume la posture d'un voyageur sur Terre. Donc, voyager, c'est dépasser sa condition première, c'est sortir de la caverne pour en revenir à Platon. En ce sens, le voyage est la métaphore de notre existence.
De Rousseau à Nietzsche, c'est ce qu'expriment les philosophes. Le voyage, au sens de déplacement, permet de penser. Penser la réalité dans ce qu'il y a de plus vivant. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, écrit « Nous voulons faire voile vers là-bas, où est le pays de nos enfants ». Dans Humain trop humain, Nietzsche affirme encore « Qui est parvenu à la liberté de la raison ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur ». Ainsi, il s'agit pour exister de voyager, d'être nomade, essentiellement à l'intérieur de soi. Il convient de noter que ce voyage intérieur, que nous propose le Petit Prince de Saint-Exupéry, va répondre aux 3 exigences des mythes héroïques, c'est-à-dire la préparation, la traversée et le retour. On retrouve ces 3 exigences dans le livre Le héros aux mille et un visages que Joseph Campbell publia en 1949 et qui servit de source d'inspiration, par exemple à George Lucas pour Star Wars, ou à Hayao Miyazaki, le créateur du voyage de Chihiro, et pour Corosso. Reprenons ces étapes. La première étape, celle donc de la préparation, mettra en scène le Petit Prince sur sa planète, où l'on retrouvera les volcans, les baobabs et sa rose. Et c'est au moment de la migration d'oiseaux sauvages, que nous aborderons par la suite, que se termine cette étape. La deuxième étape sera celle de la traversée, le périple du Petit Prince. Là, il prend conscience de la nature unique de chaque chose. Ainsi, le mot périple prend tout son sens, car périple vient de periplus, qui signifie autour, le préfixe péri, et plus, naviguer. Et quand je dis périple, si je retire le P de la paix, ce n'est plus périple, mais péril, le danger. Lors de ce périple, toutes les rencontres l'éprouvent. Puis vient la troisième et dernière étape, celle du retour. Il rend son corps à la terre et s'en retourne à son étoile. Ainsi, le Petit Prince dit à Saint-Exupéry « J'aurai l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai, tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Ce sera comme une vieille écorce abandonnée. » Ces paroles nous rappellent celles que Vincent van Gogh transmit à son frère Théo lorsqu'il écrivit « La vue des étoiles me fait rêver, aussi simplement que me donnent à rêver les points noirs représentant sur la carte géographique villes et villages. Si nous prenons le train pour nous rendre à Tarascon ou à Rouen, nous prenons la mort pour aller dans une étoile. Ce qui est certainement vrai dans ce raisonnement, c'est qu'étant en vie, nous ne pouvons pas nous rendre dans une étoile. » Dans son tableau La Nuit étoilée, Van Gogh retranscrit ce mouvement céleste, avec la vue d'étoiles surdimensionnées, face à la lourdeur et à l'immobilité de ce qui est matériel en bas. Il en va ainsi du corps. Ce corps, qui est périssable, libère quand on l'abandonne l'âme, qui elle est impérissable. Ceci nous rappelle cette citation de Platon. Le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vit bien le temps qui lui a été confié retournera vers le pays de son étoile conjointe. Je vous propose, avant de donner quelques éléments propres à ce parcours, de lier ce voyage à la solitude et au personnage qui est un enfant. Le Petit Prince part seul, et cette réflexion nous amène à faire le lien avec une phrase du Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Parlons donc de l'enfance. Saint-Exupéry écrivait à sa mère en 1930 « Je ne suis pas bien sûr d'avoir vécu depuis l'enfance ». Ainsi, cherchant le paradis perdu de son enfance lorsque sa maman le surnommait Roi Soleil, c'est logiquement que Saint-Exupéry a choisi un petit prince enfant aux cheveux dorés pour ce conte. En effet, le Petit Prince est prince, ce qui rejoint l'idée de principe, le principe étant à la base, au départ. Mais il fallait qu'il soit également petit, donc enfant. C'est l'invitation faite à l'adulte par Saint-Exupéry de redevenir enfant. Nous pouvons lire en préambule. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Le terme enfant n'est pas utilisé au sens d'irresponsable ou qui manque de discernement. Il ne faut pas confondre enfance et infantile. Notons déjà que le mot enfant, infans en latin, signifie sans parole, ce qui exprime qu'il y a un terrain fertile à la découverte. Enfant étant en ce sens le même mot qu'esclave, puisque esclave, c'est es, le privatif en phénicien, slava, la langue, celui qui n'a plus la langue, donc plus les mots. Ainsi, pour ne plus être esclave des passions adultes, se libérer des chaînes, il convient de retrouver la pureté propre à l'enfance, son absence de taches. Car pour imager cela, s'il y a déjà une tache sur un papier, il est difficile d'écrire par-dessus et que cela se voit concrètement. Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, dit « Je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a donc un passage, le verbe entrer, qui nécessite de devenir enfant. C'est une conversion. C'est un changement de direction. Et le terme conversion exprime également le mouvement tournant d'un astre. Astre, étoile. Le petit prince vient d'une étoile. Il a également 2 étoiles à 5 branches sur le premier veston qu'il porte. Bref, vous voyez les liens se créer. De plus, astre, c'est estre, être, ce qui à nouveau montre la naissance, l'enfant. Cet enfant qui est le constructeur de demain, puisque enfant se dit Ben en arabe, lui-même originaire du proto-araméen Banim, le constructeur. Jésus poursuit en disant « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Dès lors, il y a, comme je l'indiquais dans la vidéo Le pardon en langue des oiseaux, une obligation de s'abaisser pour s'élever. D'ailleurs, on dit bien un élève d'un enfant qui va à l'école ou de celui qui est en apprenti sage. Donc, pour réussir ce voyage, il conviendra de saisir cette notion d'enfant. Il y aurait bien trop à dire en un seul épisode, mais l'on va tenter de donner encore quelques éléments sur cette notion. Loin de l'image naïve et puérile de l'enfant, dans son Petit Prince, Saint-Exupéry va rappeler les valeurs de l'enfance, notamment la curiosité. Cette curiosité se traduit en questions, ce que ne cesse de faire le Petit Prince. Il pose d'innombrables questions. Petit aparté sur ce mot question, on a vu qu'on y retrouvait le mot quête, qui donna quest en anglais par exemple, ou gestation encore, puisque les sons que et ge sont permutables. Et pour deviner la réponse, guess. On est invité à entrer, de guest, der Gast. On invite dans l'esprit, der Geist. Et on va faire mûrir, grandir ce qui est à l'intérieur. D'ailleurs, on dit d'une idée, qui est la rencontre entre 2 éléments, qu'elle sera en gestation, comme la gestation chez la mère après la rencontre des 2 sexes qui donnera naissance à un enfant. L'enfance a encore une autre valeur essentielle, l'imagination, qui permet de voir l'invisible. Par exemple, lorsque le Petit Prince demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton et que ce dernier lui dessine simplement une boîte, en notifiant au Petit Prince que le mouton se trouve à l'intérieur, le Petit Prince a une réponse tout à fait surprenante, puisqu'il dit « C'est tout à fait comme ça que je le voulais ». Cela nous rappelle les mots de Chomeau. Chaque chose a un devenir qui relève de l'inconscient. Également ceux de Charles Robin. Il s'agit de découvrir l'infrastructure invisible de notre univers visible. Ce qui signifie qu'il faut donc réussir à apprendre à percer de son intelligence et de son intuition le voile des apparences sensibles. Ensuite, et non des moindres, l'enfant a une caractéristique bien particulière, celle du cœur. Cœur, cordial, ce qui donne corps au dialogue, qui lie comme une corde, le cordon, don du corps, comme le cordon ombilical, etc. Toutefois, avoir du cœur et de l'imagination amène fatalement à ressentir davantage, et donc à vivre joie et tristesse de manière intense. Le Petit Prince pense au coucher de soleil et il rit, il pense à sa rose et il pleure. Mais ainsi, la beauté ne laisse pas indifférent, et tout comme l'estimait Kierkegaard, le stade esthétique se voit mis en valeur et devient utile. C'est forcément utile, puisque c'est joli, dit le Petit Prince. Et ce terme joli renvoie à l'idée d'agrément telle qu'avancée par Charles Robin. En effet, selon lui, si la beauté est objective, la joliesse et donc l'agrément quant à eux sont subjectifs. L'agrément nous procurera un plaisir. De par cette appréciation subjective, d'où le fait d'y trouver une utilité, tout du moins sensorielle. Et si le Petit Prince incarne ces valeurs, Saint-Exupéry le fait voyager, de planète en planète, puis dans le désert, allégorie de notre fort intérieur, pour se confronter aux fausses valeurs de l'adulte. L'enfant est amené à porter un jugement, comme chacun de nous, face aux situations et personnes que l'on rencontre. Et parfois, ce jugement est sévère. Mais attention au jugement. Et sur la première planète où il rencontre le roi, ce dernier dit au Petit Prince « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. » Chaque planète et chaque personnage sont en réalité une part, un travers de l'âme de chacun de nous, que l'on parcourt intérieurement. Avant de parcourir ces endroits, voyons un instant l'envers de son départ. Le Petit Prince, dit le narrateur, profita d'une migration d'oiseaux sauvages.
nous allons enfin pouvoir mettre à profit ici le cas de Podcast, se rapportant au terme de Kairos. Le Kairos, dans son sens biblique, est le moment choisi par Dieu pour accomplir son dessein. C'est donc le moment opportun. Le Kairos est donc l'instant de son intervention dans le temps humain. C'est philosophiquement faire le bon acte au bon moment. Et si l'on va plus loin, le concept de Kairos chez les Grecs, c'était le petit dieu ailé de l'opportunité qu'il convient de saisir quand il passe. Donc, saisir une opportunité. Comme le petit prince avec ses oiseaux. 11 oiseaux précisément. Avec le petit prince, ça fait 12. 12 étant symboliquement le nombre de ce qui est achevé, qui forme un tout harmonieux et parfait. Le nombre 12, c'est la plénitude de l'espace, les 4 points cardinaux et les 3 temps, passé, présent et futur. Ce nombre, que l'on retrouvera à nouveau dans la Bible par exemple, avec les 12 tribus, les 12 apôtres, la Jérusalem céleste à 12 portes, on pourrait se référer encore aux 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque, les 12 notes de la gamme chromatique, les 12 travaux d'Héraclès, etc. Après donc ces quelques considérations sur son envol, je vous propose de faire un peu le tour de ces planètes, qui sont autant de personnifications parcourues avant la Terre. Sur la première planète, la première valeur adulte rencontrée est le pouvoir. C'est donc une expression de notre ego qui se présente sous les traits d'un roi. Sur la deuxième, le petit prince rencontre un vaniteux, dont l'orgueil, qui naît du désir de paraître, fait primer les apparences, l'apparat. Ensuite, la débauche et la honte qui en découlent sur la troisième planète, qui elle est habitée par un ivrogne. D'ailleurs, quand le petit prince lui demande pourquoi il boit, l'homme lui répond « Parce que j'ai honte. Honte de boire. » La quatrième planète propose la rencontre d'un businessman, qui au lieu de posséder les étoiles en les regardant, désire les posséder en banque, en comptant. Nous avons ici l'avarice. Sur la cinquième planète, le petit prince converse avec un géographe. Il intellectualise tout, mais de manière abstraite. Cependant, il apprend au petit prince ce que signifie le mot « éphémère », lui apprenant ainsi qu'il existe des choses périssables. Avant d'arriver sur la Terre, la septième planète, il se rend sur la sixième planète, très particulière. Elle est habitée par un allumeur de réverbères. Et ce voyage change des précédents, car cet adulte pense à autre chose qu'à lui-même. Et son travail a un sens, une utilité. Toutefois, Saint-Exupéry relève également sa tendance à toujours obéir à la consigne, sans chercher jamais à comprendre cette consigne, ce qui est symptomatique de notre époque. Ainsi, Saint-Exupéry adresse une vive critique au monde adulte qui est le monde des apparences, et cela dès le début du livre. Il explique en effet que petit, il dessinait un boa qui avalait un serpent, mais que les adultes n'y voyaient qu'un chapeau. Cette image est parfaite, tout d'abord pour décrire les apparences, mais également pour montrer qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, car s'il y a des dits, il y a également des non-dits, voire des interdits. Pour résumer, le petit prince rencontre des personnages dont les traits sont humoristiques pour lui, et cela nous permet de manière amusante, mais sans s'user l'âme, de porter un regard différent sur tous les défauts que chacun d'entre nous présente à des degrés variés. Saint-Exupéry nous invite donc bel et bien à un voyage intérieur. J'aimerais maintenant vous faire part d'un élément particulier, présent lors de son voyage, qui est la rencontre avec le renard. Sachez que Saint-Exupéry choisit un renard pour son livre en s'inspirant d'un fennec qu'il réussit à apprivoiser lorsqu'il était au Maroc en 1928. Petite information intéressante concernant le renard, fournie par le biologiste suisse Jean-Steve Meillat, on pense souvent que les renards sont solitaires, mais en réalité ils vivent en groupe. Ceci étant dit, le renard va ici symboliser l'amitié. Et cette rencontre va venir bouleverser la pensée moderne qui tente à vouloir supprimer la tradition. En effet, ce sont les générations passées qui ont permis à notre monde d'être ce qu'il est, et les valeurs traditionnelles vont sécuriser l'enfant, car la vie est un chemin. Un chemin, c'est une route, une voie, et il suffit pour comprendre l'analogie d'observer les efforts fournis par les générations précédentes pour nous permettre de jouir de routes permettant de circuler avec bien plus de sécurité qu'au travers d'un chemin non balisé ou non travaillé. Et c'est pour cette raison que les coutumes propres à chaque groupe perdurent, parce que coutume c'est en fait costume, donc costume, ce qui habille et protège. Comme la répétition, le rituel, ils permettent de protéger et d'avancer. Voilà pourquoi le renard dit au petit prince « Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » Avant de continuer, et pour faire un parallèle avec notre époque, permettez-moi de digresser quelque peu afin de parler du travail. Le sens du travail, de par notre accès simplifié aux choses, nourriture, habits, machines, outils, etc., s'est perdu. Et cela amène Saint-Exupéry à exprimer l'idée qu'on ne jouit
que de ce que l'on réussit à avoir par un effort. Il fait dire au renard: les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Lorsque le petit prince cherche le puits dans le désert, il apprécie l'eau parce qu'il a pris la peine de marcher vers elle. On saisit ainsi que le voyage intérieur n'est pas de tout repos, qu'il se heurtera à des difficultés, mais que personne ne pourra le surmonter à notre place. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'historien Jacques Bainville, dans son ouvrage Les signes de la fin d'un monde, écrivait: on ne considère plus la vie comme un voyage, plus ou moins pénible vers l'éternité. On la prend comme un but. Et on veut se débarrasser, ou plutôt ne pas s'embarrasser, de tout ce qui causerait peine et fatigue. Mais l'échec est partie intégrante du voyage, tout comme la mort, physique ou symbolique. Le Petit Prince, d'ailleurs, s'exprime en ces termes. C'est une folie de haïr toutes les roses, parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves, parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives, parce qu'on a échoué. L'important, c'est la démarche, ainsi cette marche infinie du voyageur dans le désert de la vie, qui va de crête en crête vers le désiré oasis. La vie est une leçon, un voyage qui commence par soi-même mais n'aboutit pas à soi-même. Individualité n'est pas individualisme. En ce sens, son amitié avec le renard nous éclaire. D'ailleurs, Aristote affirmait que la seule véritable amitié est l'amitié vertueuse. Si l'on se fie au mot, véritable signifie vrai, et l'on retrouve ce préfixe ver dans vertu. L'amitié qui lie le Petit Prince avec le renard est une vraie amitié, car elle nécessite de la patience, de l'engagement et des vertus propres à la faire perdurer. Les relations intéressées nuisent à l'existence d'une vraie amitié. Ici, seul le désir, le seul intérêt de leur amitié est le fait même d'être amis et d'en garder le souvenir. Voilà pourquoi le renard exprime: les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le Petit Prince ne comprend pas encore ce qu'est l'amitié, mais lorsqu'il aura saisi cette notion, sa compréhension se prolongera à celle de l'amour. Pourtant bien conscient que l'amour n'est pas une fin en soi, et qu'il y a un gain futur bien plus précieux, ce que l'on abordera dans le prochain chapitre, il commet l'erreur de croire qu'il n'y a pas de gain inhérent à son amitié avec le renard, et quand l'heure du départ fut proche, tel fut leur échange. « Mais tu vas pleurer, dit le Petit Prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagneras rien. » Mais la révélation survient. « J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Saint-Exupéry nous a permis de nous questionner sur l'amitié, chose que l'on sera tous amenés à faire au cours de notre vie. Les réseaux sociaux et leurs demandes d'avis en sont un exemple marquant, et tendent même, j'ose le terme, à dénaturer cette notion et à corrompre les esprits. Saint François de Sales disait: « L'amitié est un amour mutuel, et s'il n'est pas mutuel, ce n'est pas amitié. » Cet amour mutuel va rendre la relation unique, et dans ce terme unique, il y a un. Montaigne disait d'ailleurs: « Dans la véritable amitié, tout y est abandon. Deux âmes n'en font qu'une. » Un amateur de langue des oiseaux ne manquerait pas de relever qu'il y a âme dans amitié. On y met toutes ses forces, toute son âme. Pour rencontrer cette partie de l'âme, Saint-Exupéry nous emmène dans ce voyage particulier qui nous rappelle la fable de Jean de La Fontaine, intitulée Les deux amis, où l'on peut y lire ces vers. « Qu'un ami véritable est une douce chose, il cherche vos besoins au fond de votre cœur. » Certes, cela est rare, compliqué, mais cela existe. L'amitié existe si elle tue l'individualisme en faisant appel à des valeurs nobles. Schopenhauer, dans son ouvrage Aphorismes sur la sagesse dans la vie, affirmait: « L'égoïsme de la nature humaine est tellement opposé à ce sentiment que l'amitié vraie fait partie de ces choses dont on ignore, comme du grand serpent de mer, si elles appartiennent à la fable ou si elles existent en quelque lieu. » Elles existent. Au travers de l'héritage que nous propose de bâtir le Petit Prince avec sa mort, entre guillemets, car la mort n'est pas une fin en soi, comme nous l'avons abordé dans l'épisode 4 avec Épicure et la mort. Il nous est possible de goûter à ce paradigme, en rappelant ces mots d'Érasme. Là où de prime abord vous ne voyez que la mort, là est la vie, si votre regard va au fond des choses. Lors de sa rencontre avec le serpent, une fois arrivé sur Terre, on va le redécouvrir. Notons d'ailleurs que le serpent, dans ce livre, nous révèle déjà qu'il va aider le Petit Prince à comprendre, car serpent, c'est serpent, ce qui serre, pente, pente, penta,
Penta 5, comme la première étoile faisable géométriquement, symbole de l'enfant ou plus précisément de la naissance étant le fruit d'une union, comme les 5 doigts de la main. Le serpent dit au petit prince « Je puis t'emporter plus loin qu'un navire ». Une manière de présenter la mort comme une étape du voyage, et non comme une arrivée. C'est un message d'espérance, comme invite à y penser cette phrase du livre. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Fustel de Coulanges, dans son ouvrage La Cité antique, dit à ce propos « La mort fut le premier mystère. Elle mit l'homme sur la voie des autres mystères. Elle éleva sa pensée du visible à l'invisible, du passager à l'éternel, de l'humain au divin. » Quelle serait l'utilité de la redouter puisque cet événement est, comme le disait Heidegger, programmé pour chacun de nous dès le commencement sans possibilité d'esquive aucune. Toutefois, pour saisir la quiétude caractérisant le petit prince face à la mort, qu'il sait arriver, relire la lettre à Ménécée d'Épicure est fondamental. Épicure enseigne en effet une philosophie de la non-pensée de la mort pour en vaincre l'angoisse irrelative. En effet, si l'esprit n'est plus, ce dernier ne saura avoir peur. La mort n'est donc rien pour nous. Le petit prince a donc une vision opposée au Dasein qui, selon Heidegger, est hanté par sa fin, car mourir, c'est perdre le monde. Or, le petit prince n'est pas dans la crainte de perdre le monde, puisqu'il souhaite rejoindre sa planète, c'est-à-dire l'éternité. J'aimerais ici aborder le terme de dualité de l'âme et du corps, concept très présent chez Platon et Schopenhauer. Platon affirme que notre réalité n'est pas l'unique, car si nous vivons dans un monde sensible, plein d'objets qui se ressemblent, il est pourtant clair que chacun de ces objets est unique, ce qui rejoint l'idée de la rose du petit prince et de l'amitié qu'il lie avec le renard. Il existe ainsi un autre monde supérieur, le monde intelligible. Notre monde sensible, en devenir, change constamment, tandis que le monde intelligible est éternel et immuable. Protagoras pensait que l'homme pouvait établir toute chose à partir de ses propres perceptions, mais Platon s'oppose à cette vision. Pour lui, les perceptions subjectives ne suffisent pas, c'est être contre paraître. Et Saint-Exupéry agit en ce sens dans Le Petit Prince, par l'envol de l'âme à la fin de l'ouvrage. Dans le monde visible, le voyage sera un déplacement physique, tandis que le voyage intérieur amène à un déplacement spirituel. Ainsi, l'adulte doit garder sa responsabilité, mais retrouver cette part d'innocence, l'enfance en tant qu'archétype, dénué de mal, afin de retrouver un rapport à l'être plus pur, sans calcul, contrairement au businessman, un voyage qui va au-delà. Le Petit Prince nous invite à faire ce voyage pour trouver, au cours de ce dernier, les réponses, ou tout du moins se questionner quant à la nature réelle de l'âme humaine, ce qui ne sera possible qu'avec l'approche d'un enfant, si l'on a su garder notre âme d'enfant, ce qui rejoint les paroles de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et chaque enfant aime explorer, chercher. Il faut ainsi voyager, tel que lui, avec tous les détours, ascensions et descentes que cela implique, car comme le dit le Petit Prince, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Et c'est pour cela que chacun part en voyage, en terre inconnue, afin de découvrir, c'est-à-dire enlever ce qui couvre, la connaissance de l'autre, afin de faire la connaissance de soi. L'invisible se dévoile, il retire son voile, là est la vraie connaissance. Connaître, ce n'est pas démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. C'est ce que disait Proust en affirmant en d'autres termes, le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. Lanza del Vasto, dans son ouvrage Approche de la vie intérieure, faisait également ce rapprochement entre vérité et vision, lorsqu'il disait « Tu cherches la vérité ? Lève la tête et ouvre l'œil à l'évidence de la lumière. » Lever la tête implique cette action, ce regard permettant au feu de la pupille de recevoir le feu de la lumière, l'intelligence. C'est cela la tête, c'est te-et, le siège du feu, de l'intelligence, que l'on prédispose par cette action, cette mise en route que seule l'humilité, compagne sincère de l'expérience, va permettre. Donc, comme dans l'épisode 6 de Podcast 7 sur Bonnard et l'ignorance, on remarque que l'auteur émet une vive critique à l'encontre de notre société, qui met en avant l'apprentissage théorique tout en négligeant l'apprentissage pratique. Le voyage permet de se former, de s'élever, vers un autre niveau de compréhension grâce à l'exploration personnelle. John Locke écrivait ainsi « La connaissance de soi dérive uniquement de l'expérience que chacun fait de soi-même. »
s'élever, dépasser sa propre condition humaine grâce à l'expérience et l'exploration. Cette exploration sur Terre, dans Le Petit Prince, se passe quand le pilote a une panne moteur dans le désert. Quel symbole pour chacun de nous, une panne. C'est le fait de ne plus fonctionner, donc de ne plus remplir sa fonction. C'est donc dans un langage courant, mais l'analogie est intéressante, de ne plus marcher. Le moteur, c'est ce qui fait fonctionner, ce qui anime, ce qui de l'intérieur permet une propulsion. Et cela survient dans le désert, qui symbolise l'absence de solution, la perte de tout espoir, la sécheresse intérieure. On comprend mieux l'image du puits dont on a parlé précédemment, que partent chercher l'aviateur et le petit prince en plein désert. De plus, Saint-Exupéry parla un jour de son enfance comme d'un vaste territoire. Deleuze, dans Mille plateaux, définissait désert l'espace lisse sans frontières du nomade. Nietzsche ne s'y trompait pas non plus, en faisant du désert, dans Ainsi parlait Zarathustra, l'endroit de l'épreuve où le changement est possible. Le désert qui d'habitude effraie peut se révéler autrement si l'on prête attention aux paroles de l'aviateur. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce que l'aviateur peut voir dans le désert, ce sont les étoiles qui le rapprochent du céleste. Pour mieux saisir cela, rappelons d'autres mots utilisés par Van Gogh au sujet de son tableau. Il écrivait à son frère Théo « J'ai un besoin terrible de, dirais-je le mot, de religion. Alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. » Le désert, immense espace vide où l'on se sent seul, est la métaphore de cette solitude intérieure ressentie. Un semblant de vie en société peut faire croire à une victoire sur cette solitude. Mais lorsque le petit prince dit au serpent « On est seul dans le désert », le serpent lui répond « On est seul aussi parfois chez les hommes ». Et cette affirmation nous rappelle les mots de Goethe « J'ai fait des connaissances de tout genre, mais je n'ai pas encore trouvé de société ». C'est un sentiment qui naît chez chacun de nous, se sentir parfois seul, même entouré, lors d'une soirée en groupe d'amis par exemple. Dès lors, changer de perception sur cette solitude va permettre de partir confiant dans ce désert. En effet, Sénèque disait « Ce voyage est tout autre que les voyages ordinaires où les gens du pays qu'on a interrogé empêchent qu'on ne s'égare. Ici, le chemin le plus battu, le plus fréquenté, est celui qui trompe le mieux. » Le changement essentiel pour le voyage que Saint-Exupéry propose est le fait de se défaire du paraître et des habitudes malsaines, ce que l'on observe avec les habits du Petit Prince qui, vêtu royalement au début, est humblement habillé à la fin. Car habit et habitude, c'est le même mot finalement, c'est ce qui couvre, comme dans le mot habitat. Pour se découvrir, peut-être faut-il découvrir à l'image du Petit Prince ce qui habite notre fort intérieur, avec les planètes et habitants qui le peuplent. Seule une prise de conscience que l'essentiel est invisible à nos yeux peut amener à trouver l'équilibre et la quiétude de l'âme. Il conviendra de trier, de scinder, de faire la part des choses, de séparer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est néfaste de ce qui ne l'est pas. C'est pour cette raison que chaque jour, le Petit Prince arrache les pousses de baobab sur sa planète, pour éviter qu'elle prenne trop de place et n'étouffe toute vie alentour. Il faut ainsi retirer pour avoir plus, retirer pour voir davantage. Afin d'y parvenir, partir en voyage s'impose, affronter la solitude. Car comme l'écrivait Louis-Ferdinand Céline dans son Voyage, « Depuis longtemps, je n'avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. » Dans cette philosophie du mouvement, voyager pour Saint-Exupéry, c'est agir, car les actes dépassent la parole, comme le comprit le Petit Prince avec sa rose, représentation de l'amour. Elle l'aimait, réellement, mais ne le traduisait que très mal en paroles. Il s'agit donc de chercher la compréhension, plus que le jugement, afin d'éviter les fausses croyances et lier d'amitié sincèrement ce qui rendra chaque chose unique. Le Petit Prince, lorsqu'il aura saisi le terme apprivoisé, commentera ainsi. « Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Mais tout ceci n'est réalisable qu'avec une grande part d'humilité, acceptant que le Petit Prince, un enfant, nous mette face à nos contradictions d'adultes, à l'image de Socrate qui, grâce à la maïeutique, mettait son interlocuteur face à ses errements. Et tout ceci n'est possible qu'avec une volonté constante, comme l'eau du puits obtenue après maints efforts, puisque l'homme, disait Saint-Exupéry dans Terre des hommes, se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Afin de saisir que le bonheur, la rose du Petit Prince, bien qu'invisible quand elle était à côté,
était bien là, juste là. Toutefois, Saint-Exupéry rappelle que l'immobilisme intérieur est la voie de l'absurdité et de l'oubli de la quête. Il faut voyager pour voir, avec cette fraîcheur du regard propre à l'enfance. Et pour Saint-Exupéry, le corps, qui cache l'âme, n'a plus d'importance pour celui qui cherche, connaît et voit enfin. Voir, oui, mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Pour voir, il est nécessaire de chercher avec le cœur de l'enfant, qui est dans l'adulte que nous sommes, trouver son dessein afin de réaliser son dessein. Car si le Petit Prince est bien présent sous forme d'aquarelle, l'aviateur n'y est jamais représenté. Alors, dessinons un voyageur. Car cet aviateur, c'est aussi nous, tout comme nous sommes le Petit Prince. Et cette dualité, ce miroir, nous propose de joindre la force physique et protectrice de l'aviateur à la force psychique et éducatrice de l'enfant, et ainsi dépasser notre condition humaine. Le Petit Prince est une invitation, non pas à prévoir cela, mais à le permettre. Merci à tous pour votre écoute et votre présence durant ce voyage. Bien à vous.